pour cette nouvelle saison qui débutera donc la saison 2025-2026 de Only a Fan, et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Bertie Big Blue. Donc Bertie, pour ceux qui le connaissent déjà sur le Discord, je vais tout de même le présenter parce que tout le monde ne le connaît pas forcément. Donc c'est un honneur de t'avoir puisque tu es et surtout podcasteur et rédacteur pour le site The Playoff, donc qui est un site spécialisé sur le sport américain, et toi tu es d'autant plus spécialisé sur le football et les Giants, puisque tu es un petit peu un historique de la franchise et du fan club des Giants francophones. Donc c'est un honneur pour moi et pour nous de te recevoir ce soir. Comment vas-tu? Eh ben, bonjour Ben, alias Illy Silly. Bah, écoute, ça va bien, merci de l'invitation. J'avoue que oui, c'est beaucoup d'éloges, mais je le fais très modestement dans la participation qu'on a sur le site The Playoff FR. Et donc, non, moi, c'est plutôt moi qui suis content de pouvoir participer parce qu'on va parler de la franchise qu'on aime bien et que ceux qui nous écoutent, je pense aussi, écoutent par rapport à ça, parce qu'ils les adorent. Voilà. Alors oui, normalement, je pense on centralise pas mal de fans des Giants, après peut-être aussi de fans de football américain en général, mais je pense qu'on est à 90%, 90% de Giants. Et justement, enchaînons un petit peu tout de suite là-dessus. Où a commencé ton histoire et comment a commencé ton histoire avec les Giants et avec le football américain aussi en général? Alors, ça n'a pas commencé avec les Eagles, hein. Je rassure tout de suite tous nos auditeurs. Non, non. Original de l'histoire. Voilà. Non, en fait, entre guillemets, c'est une longue histoire parce que ça a commencé en fait avec comment on appelle ça, les années 90, on va dire le basket que j'ai fait pendant 20 ans. J'ai fait du basket pendant 20 ans. Il y a eu beaucoup d'influence, on va dire, par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Canal+. Alors, je ne sais pas si on peut citer des noms de chaînes de télévision. Bon, si, si, Euh, si, tu peux. Et je bon, pense que ça tu vas va. me parler Je peux de en George citer Eddy. trois autres. Voilà. Je pense qu'un peu comme tout le monde, hein, des gens de ma génération, dans les quarantenaires, on va dire, voilà, on a eu cette influence-là. Et donc, bah, je regardais le basket par rapport à mes années basket. Et puis, un jour, bah, voilà, effectivement, Georges Eddy touchait un peu à tout. Et puis, il a parlé du football américain. Et on pouvait commencer à avoir quelques bribes d'éléments, hein. C'était encore assez light, hein, comme dispositif qu'ils avaient à l'époque. Mais malgré tout, avec des matchs qui étaient décalés, pour le coup, hein, qui étaient fortement décalés au niveau, je pense, du moment où ils étaient joués et du moment où on nous les passait, hein. À l'époque, on n'avait pas conscience de ça. En fait, ça n'a pas comme l'histoire avec les Giants, n'a pas commencé de là. Là, c'est la genèse, on va dire plutôt de je découvre le football américain. Voilà. À partir de là, je vois quelques éléments, quelques résumés par rapport à ça. Et puis, bah, après, la grosse bascule, en fait, par rapport à ça, qui m'intéressait déjà, mais comme beaucoup de monde, sans trop comprendre la base du jeu, puisque au début, on voit que des mecs se rentrer dedans, et puis qui ont un peu de swag, en fait, parce que c'est l'uniforme, le casque. Et c'est ça aussi qui m'a intéressé, c'est toute cet accessoire autour, un peu stylé, que Un peu on n'avait pas super-héros, quoi. Comme si forcément en on. basket, même s'ils ont les jerseys, quoi. Ouais. Voilà. Je vois tout à fait le côté, les mecs ils ont un casque, ils ont des épaulières de fou, c'est des humains mais en même temps c'est pas vraiment des humains parce qu'ils font des trucs un petit peu hyper physiques, ça se rentre dedans, il y a du spectacle donc ouais c'était pour nous petits français qui étaient habitués au football, football européen, on va appeler ça comme ça, j'aime pas le mot soccer c'est pour ça, c'était. Je me souviens que c'était moi mes premières images de football américain, ça, il y avait un truc un peu magique, hyper exotique et hyper intrigant sur, sur ce sport-là. Oui, tout à fait. C'est vraiment le ressenti et le fait qu'on découvre autre chose, puis que c'est complètement anachronique, pas anachronique, mais complètement différent, on va dire, de ce qu'on pouvait connaître avec donc le football, qui pour le coup. Ah, excuse-moi, j'ai ma porte qui s'est ouverte. Il n'y a Je pas de me permets problème. de fermer. Ça ne dérange pas, sinon. Vas-y.
désolé, les joies du direct. Tout à fait. Et donc, au final, c'est le fait de, par rapport à cet élément-là, qui fait que c'est complètement différent des sports qu'on pouvait connaître avec le basketball, où c'est un jeu d'équipe, mais qui est toujours en mouvement, ou enfin, le football classique, soccer, comme tu disais. Et au final, on a quelque chose qui est complètement différent. À partir de là, après, ce qui a vraiment changé les choses au niveau des Giants, c'est parce que j'ai fait un voyage à New York en Mm. 1998, étant jeune. J'avais 18 ans, je pars avec un parent. Et puis, en fait, c'était aussi dans une famille new-yorkaise qui était, de son côté, fan de sport américain, hein, tu te doutes bien, et puis spécifiquement des Giants également. Ah, t'es bien tombé. Donc moi je découvre, voilà, bah oui, je découvre à partir de là les éléments de ce sport. Et c'est simplement, en fait, quand je dis les éléments de ce sport, c'est-à-dire que bah, tu vis avec eux, et puis bah, ça n'a pas duré très longtemps, parce que au final, c'était juste sur un week-end, et j'ai dû voir un match dont je ne me souviens même plus, parce que comme je t'ai dit, entre guillemets, tu étais juste subjugué d'être aux États-Unis, tu n'as même pas le temps de réaliser, en fait, qu'on te montre ça. Et puis, comme beaucoup, je pense, tu es marqué par cet élément-là, ce moment-là. Voilà, c'est ça qui fait que tu vas t'intéresser à cette franchise, que tu vas vraiment apprécier cette franchise parce que tu es intéressé par rapport à ce moment-là. Et bah, par la suite, donc, je me souviens hein, des joueurs connus en tant que joueur que nous, on a pu rencontrer. Alors, je digresse un peu, mais vis-à-vis comment on appelle ça, du match qu'il y a eu à Munich, il y a eu va dire, un event où c'est passé, on pouvait rencontrer des joueurs. Et j'ai vu Howard Cross, que moi, j'avais vu télévision, de mémoire, hein, en 1998, quand il a joué, en fait. Donc, la boucle était bouclée, c'était marrant, c'est que je l'ai vu en tant que joueur, moi, à 18 ans, sur la télévision aux États-Unis, et je le vois en vrai à Munich, pour signer un autographe durant cet event. C'est quelque chose qui marque quand même quand on y pense. Ah bah, complètement. Et puis, je t'avoue que là, je joue un petit peu le nouveau fan parce que 98, je me disais, mais c'était qui le quarterback à cette époque-là? Je n'avais aucune idée, donc je viens de regarder pendant que tu nous expliquais ça. Est-ce que toi, tu te souviens de qui était le quarterback des Giants en 98? Pas du tout. En fait, c'est plus tard que j'étais chercher l'information. Mais là, sur le coup, puisque bien sûr, en se spécialisant au fur et à mesure du temps, on se dit, tiens, on va quand même aller revoir des informations importantes, même qu'on a historiques ou qu'on a pu connaître. Et du tout, je n'ai pas le nom. Moi, je me souviens de Kerry Collins par la suite, et je vais y revenir parce que c'est par rapport à des faits marquants. Mais par rapport au quarterback de l'époque, non, pas du tout. Alors, si Pas je te dis de celui Danny qui m'a Cannell, marqué le plus. est-ce que ça te parle? Du tout. Voilà, bah moi non plus. C'est Non, non, du tout, du tout. peut-être que Thiergo pourra revenir là-dessus sur un podcast futur. On fera appel à l'historien de la franchise. Mais j'avoue que le nom de Danny Cannell en quarterback ne me parle pas. Running back Gary Brown, fullback Charles Way et receveur numéro un Chris Calloway. Ça, ça me parle déjà un petit peu plus. D'accord. Voilà, c'était une petite digression Oui, de oui, bah, 1998. ah oui, bah là, en fait, par rapport tous les auditeurs ou ceux qui écoutent sur la chaîne YouTube, effectivement, on va parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que ça fait bizarre de reparler de tout ça parce que bah, ça rappelle des souvenirs aussi. Et puis surtout ces images qu'on a dans la maison en train de regarder ça. Bon, voilà, c'est un très bon souvenir. Et puis, bah voilà, ces jours passent relativement vite, hein, faut pas se mentir. Moi, j'ai vu que la télé, mais ça y est, je suis accroché sur ce sport en me disant, bon, bah voilà, à partir de là, j'ai envie de savoir, d'en connaître plus. Mais, et je pense que là, les jeunes, ils vont pas comprendre, c'est que, enfin, si, peut-être un peu plus, mais il n'y a pas tous les médias qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas de Twitter, il n'y a pas de vidéo Instagram, il n'y a pas tu vois, toutes les infos qu'on peut avoir. Ce qu'on reçoit comme information, bah, c'est ce que Canal veut bien mettre, et puis éventuellement un bouquin, un magazine chez un libraire, on va appeler ça comme ça, une maison de la presse, on va dire, et puis qui te donne succinctement, mais surtout, en plus, pas forcément les Giants. Donc, j'ai accroché Giants parce que c'était New York,
Voilà, parce que c'était... Oui, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, je suis fan aussi de la ville en elle-même. J'ai toujours été fan dès le départ de la ville de New York, de ce qu'elle a apporté, de tout son côté ville qui ne dort jamais, dit, et puis également de tout ce qu'il y a autour, que ce soit le fait qu'elle soit une ville côtière, mais aussi une ville où il y a, avec Central Park, enfin, un grand parc rural, et également, mais tu peux te retrouver avec les buildings. Enfin voilà, c'est tout ce côté quand on accroche à une ville, bah, obligatoirement, on ne prend le pas avec. Heureusement, j'ai pas choisi les Jets. Les fans des Jets nous excuseront de ce petit élément. Mais je préfère, même si on est un peu dans les difficultés depuis quelques années, je préfère quand même les Giants. Voilà. Pour le Ouais, coup. disons qu'on a au moins un historique un peu plus glorieux, on peut toujours se raccrocher à ça, et puis bon, la couleur vert, franchement, non, c'est pas une belle couleur. Ouais. Je dis pas ça par rapport à certaines équipes, hein, mais c'est juste que bon, non, on n'aime pas trop ça. Ouais. Et Ah bah, les auditeurs m'excuseront de derrière avec le fond vert, justement. C'est pas, mais c'était parce que j'ai des petits travaux aussi derrière chez moi, donc je voulais pas que vous ayez à subir ça. Voilà, donc c'est vrai que là, c'est franchement, il pas, on suffirait mieux dit juste au que si du montage doute, de pour le rajouter coup. un petit logo d'aigle juste comme il faut, et on est parfaitement dans le, dans le thème. Mais allez, Exactement. enchaînons un petit peu justement toujours par rapport à toi et ta relation avec les Giants. Et je vais te demander comme ça si tu arrives à me sortir deux trois moments un peu marquants de ton histoire avec les Giants. Je pense que forcément il doit y avoir le premier match. Et aussi du coup les joueurs qui sont un peu liés à ces moments ou des joueurs juste que tu as apprécié, des stars ou des mecs un peu de l'ombre. Et voilà, tes joueurs préférés, tes moments marquants. Alors moi, le premier moment marquant, donc c'était ce premier match. Bien sûr, ils vont me dire, bah, Tess, il va se souvenir de l'équipe. Bah, je me souviens même plus de l'équipe qui était en face quand je l'ai vu là-bas à New York. Parce qu'en fait, on est plus comme un gamin, j'avais pourtant 18 ans, mais qu'un gamin qui est plus devant son cadeau de Noël qu'on ouvre, et puis bah, il voit juste des mecs courir, etc. Donc on ne fait pas attention plus au score, on ne fait pas attention à l'équipe, et puis on écoute vainement ce que la famille américaine essaie de t'expliquer. Donc en fait, tout ça passe très vite. Voilà. Après, le premier fait marquant réel, ce serait plutôt, on va dire, le Super Bowl 2000. Donc c'est pas le plus glorieux, parce qu'en termes de jeu, en termes de... Enfin, c'était le 35e, pardon, je ne sais pas si c'était vraiment en 2000, mais bon, c'est durant cette période-là, ou 1999. Et au final, on a un match qui finit mal pour les Giants, avec un jeu développé par les deux équipes assez, je vais dire le mot léger pour nuancer, ne pas dire pauvre en termes de... Voilà, et qui est surtout très défensif. D'ailleurs, l'aspect défensif qui sera important aussi dans mon choix. Et pour le coup, on a bah, deux équipes qui, dans le fait plus marquant, vont faire deux retours de coups de pied de kick-off, en fait, l'un à la suite de l'autre, pratiquement, de mémoire. Et puis, c'est cet élément-là, ça paraît bizarre, c'est cet élément-là qui m'a fait dire, ça peut être pauvre pendant 30 minutes, je prends de jeu effectif, attention, hein, je parle pas de 4 heures d'un Super Bowl, 30 minutes de jeu effectif, mais il va y avoir deux étincelles qui va faire lever le stade et qui va nous faire lever par une seule action, en fait. C'est ça qui est génial avec ce sport, c'est-à-dire que ça peut être, il peut rien se passer pendant un long moment, puis d'un coup, ces éléments-là vont arriver et puis vont marquer, c'est pas un match, toute une histoire, tout un élément. Donc moi, ça m'a marqué, parce que j'avais été déjà fan des Giants. Le résultat final m'a marqué dans le mauvais sens, parce que bien sûr, évidemment, j'étais très déçu, puisqu'on était déjà fan à l'époque, et un temps soit peu, quand on le voit. Et puis, au final, bah, tu te dis, ouais, mais ça me conforte dans mon idée que j'adore ce sport parce que, en plus, bah, voilà, il y a cet élément-là où tout peut changer d'un moment à un autre et il y a des actions qui sont tellement variées. Alors, pour répondre à ta deuxième question, j'espère que je suis pas trop long, hein, Non, 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 ça, tu c'est me le dis, parfait. n'hésite pas. Pour la deuxième partie, au niveau des joueurs, bah oui, il y a un joueur dont je suis fan. Alors, je suis rarement fan de joueurs. Je suis fan d'une franchise, d'une organisation. Voilà. En règle générale, j'achète rarement les maillots des joueurs qui sont en cours.
j'achète les joueurs quand ils sont devenus des légendes. Ça m'évite d'être déçu par la suite en me disant ah mince, j'ai ce maillot-là, je C'est sais plus quoi vrai. en faire. Voilà. Mm. Je pense que beaucoup de personnes qui ont acheté, même si on peut en parler après, mais le maillot de Saquon Barkley, par exemple, voilà, c'est toujours un peu compliqué, mais il n'empêche qu'il reste un super joueur des Giants. Mais oui, du coup, excuse-moi, je t'ai coupé. Oh, bah non, non, bah, je n'hésite pas justement. Et juste par la suite, cet élément-là comment on appelle ça, on a un joueur préféré, mais on n'est pas sûr au début. Puis l'histoire d'acheter des maillots à l'époque, moi, ce joueur dont je vais te parler, je l'ai acheté que très tardivement le maillot, hein. Il y a pas si longtemps que ça. Et au final, bah, c'était Michael Strahan qui, Ok. par ailleurs, était déjà, on va dire, dans l'équipe de 98, que je n'avais pas prêté attention, parce que l'équipe défensive, au début, on regarde que l'attaque, hein, quand on regarde la première fois, et ce qu'ils vont faire. Et puis en défense, on dit, tiens, c'est juste des mecs qui essayent d'arrêter d'autres, mais après, avec le temps, on apprécie, on se rend compte de la qualité du joueur, et effectivement, par cette petite symbolique du fait que c'est le premier joueur, bah, c'est resté mon joueur préféré jusqu'à qu'il arrête en 2008, parce qu'en plus, il a fait toute sa carrière chez les Giants. Je lui pardonnerai le faux pas d'avoir euh, brandi un drapeau des Eagles et de Je l'avoir voulais fait pas en voler au parler, mais vent bon, récemment. vu que tu l'amènes sur le tapis. Voilà. Voilà. Alors, je lui pardonnerai à demi-mot parce que je pense que malheureusement, ça me restera un petit peu entre la gorge. C'est pas des choses qu'on fait, même si on fait de la télé. Mais voilà. Bon, à part ça, effectivement, c'est le joueur qui m'a marqué. C'est le joueur, plusieurs fois Pro Bowler. Il a fait toute sa carrière 15 années chez les Giants. Voilà. Et puis champion avec nos Giants. En plus, cerise sur le gâteau. Et puis d'un côté personnel aussi, on peut le dire, un des tout meilleurs défenseurs de la ligue all-time. Hein. Si on prend l'historique des défenseurs dans la ligue, il fait partie, allez, sans être trop chauvin, top 3 sans problème. Ah oui, 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 ça c'est sûr, il a le record de sac, même si après on a dit que le record de sac avait été un petit peu faussé avec Brett Favre qui se serait un peu allongé. Voilà, enfin, là-dessus, pour qu'il l'ait, avec Ah, 22 sacs et demi. Bon, après, en soi, malgré tout, tout le reste de la saison où il a eu ce record, bah, a été mirifique. Et puis, c'est son fameux discours aussi à la fin du Super Bowl où ils sont menés par les Patriots, où il dit, bah, voilà, si vous y croyez, si voilà, qu'il y a un jeu, etc., on va réussir à gagner. Et d'ailleurs, Eli Manning, de manière un peu sournoise, a repris le truc en disant que c'était lui qui l'avait dit, mais en fait, ça venait de Michael Strahan, ou inversement. Je ne sais plus si c'était alors, Eli Manning et que Strahan l'avait repris pour. Voilà. ouais, je pense qu'on est plutôt sur Strahan parce que Eli, j'adore Eli, mais en termes de leader, leader de vestiaire et leader d'équipe, je pense que Michael Strahan était là où Eli est là, quoi. C'était pas son truc, les grands discours, je crois pas. Enfin, dans mon souvenir, à Manning, c'était pas trop son truc. Ouais, c'est clair. Il était pas un parole dans la parole. Il était plus un taiseux qui, je pense, arrivait quand même à imposer une certaine autorité entre guillemets et à développer du jeu. Mais c'est vrai que Strahan était dans l'énergie, il savait remonter les troupes et puis comme un général qui emmène la troupe au combat. Donc c'était vraiment ça pour le coup. Et Ouais. donc oui, les joueurs qui m'ont marqué. euh, bah, c'est c'est lui. Et après, je ne sais pas si tu as aussi dans les jeux. Tu m'as demandé le joueur actuel ou pas du tout encore, ou Je, tu peux en parler? je peux me le donner, hein, je vais le prendre, ouais, le Ah joueur bah, de l'effectif. Justement, parce que tu me fais en plus, tu me fais un pont pour la question suivante, c'est parfait. On sent le ah ben, podcasteur, c'est parfait, vas-y, c'est à toi. ouais, bah, après, c'est même pas fait exprès, c'est le plaisir de le faire. Et plus on est naturel d'ailleurs dans ce genre d'exercice, et plus au final, bah, les gens apprécient et en plus on échange bien au final. Et puis donc, bah là, mon préféré actuel, c'est un peu bifurqué parce que euh, je développerai après avec toi. Je suis fan du secteur de jeu assez particulier, donc la défense. Mais cette année, et comme je t'ai dit, je suis rarement fan de joueurs.
c'est Malik Neighbors, qui j'ai quand même une petite, comment, j'apprécie bien. Pourquoi? Parce que je sens en lui le potentiel d'être réellement un Jamar Chase, un Justin Jefferson, CD Lamb, c'est-à-dire vraiment le joueur qui, si d'avance la franchise arrive à tenir une certaine cohésion, une certaine stabilité dans l'effectif, en faisant en sorte de la rendre compétitive, eh ben, il peut nous apporter de très très belles années et très longtemps si Dieu lui préserve la santé également, façon de parler. Oui. Et en fait, on a peut-être réussi enfin à trouver notre receveur numéro un parce qu'il en donne, en tout cas, l'aspect et l'impression. Maintenant, c'est pour ça que j'aime ce joueur. Mais sinon, je reste fan d'une franchise, en règle générale. C'est clair. Ok, je comprends bien et je te rejoins sur Nabers. Franchement, oui, on est sur pour l'instant l'archétype de ce que doit représenter un receveur numéro un dans une équipe. Et aujourd'hui, pour moi, tu ne peux pas, tu ne peux pas prétendre à jouer les places de playoff ou au moins des bonnes places sans avoir ce type de joueur-là dans ton effectif. Je J'ai pas souvenir d'équipes qui vont au Super Bowl récemment sans avoir un réel receveur numéro un. Après, il y a des styles différents. Moi, je sais que je suis dans les joueurs que j'apprécie en attaque et surtout sur poste de receveur. J'aime bien les joueurs un peu à la Cooper Cup ou à la Victor Cruz pour revenir sur les Giants. Même si c'est Oui. pas mon receveur préféré de l'équipe, enfin de la franchise des Giants. Mais voilà, des mecs qui sont un peu moins étincelants, qui sont un peu plus dans l'ombre, mais par contre qui font un boulot monumental et sur qui tu peux compter sur n'importe quel jeu. Et ça, c'est ce que j'aime. Et, euh, et du coup, justement, puisqu'on parlait de l'équipe actuelle, euh, quel est ton regard un petit peu sur ce qui s'est passé récemment? Donc on va parler de la fin de saison dernière, de la free agency et surtout aussi de la draft. Qu'est-ce que toi tu en ressors un peu tout ça? Si tu devais faire un bilan, un bilan, est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que c'est plutôt négatif? Est-ce que tu as des attentes sur certains points? Quel serait ton avis un petit peu là-dessus? Alors, comme beaucoup, et on a tous parlé un peu entre fans des Giants, globalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a toute cette ère d'Abol Sean qui est en marche. On est plus ou moins patient avec ce duo-là. Euh, Si je le prends sous deux prismes différents, on a le prisme vraiment new-yorkais. Ça veut dire les gens de là-bas. Malheureusement, on est sur une franchise que nous, on adore, mais qui n'est pas patiente. Qui est une ville qui n'est pas patiente, qui est un public qui n'est pas patient, et sur des médias qui ne sont pas patients non plus. Et globalement, on recherche tout de suite à avoir des résultats dans l'immédiat, en espérant que, voilà, même si on n'a pas les joueurs qu'il faut, bah, il faudra quand même les résultats. Et c'est vrai que on sort d'une ère avec Gettleman, qui était l'ancien general manager, où on a eu des choses qui ont été bien faites, mais aussi des choses qui ont été faites plutôt sous le couvert de on fait des choix de joueurs et puis un peu Dienne que pourra, selon on pense que c'est les meilleurs à ce moment-là. Et puis, bah, si la mayonnaise prend, tout va bien. Bon, bah, malheureusement, on a eu toutes ces années qui sont perdues en soit peu, même si ça fait partie aussi d'une construction d'une franchise, d'avoir des mauvais moments, mais c'est quand même des années perdues et qui font qu'aujourd'hui, euh, j'enterrerai pas tout de suite d'Abolition et je leur donnerai le temps de pouvoir faire ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je trouve là, il y a eu deux, trois drafts, une pas terrible depuis qu'on a ce duo, une bonne ou moyennement bonne, mais celle qu'on vient de faire, et l'avenir nous le dira, parce qu'il y a toujours des histoires de blessures, de contre-performance, tellement il y a de blessures, bah, au final, on ne peut plus être compétitif dans aucun match, au final. Mais si on prend à l'instant T l'effectif, en se disant, voilà, tout le monde arrive un temps soit peu rester en bonne santé, le jeu est développé, je pense qu'on a moyen de tirer notre épingle du jeu cette année
même si on a un calendrier difficile et contre des équipes soi-disant plus fortes. Parce que ça veut rien dire. Je m'arrête plus à ces histoires de calendrier. Aujourd'hui, les matchs, ils se jouent sur le terrain et selon l'envie. Et tu peux avoir une meilleure équipe à un moment donné. Il y a ce que vraiment la volonté des joueurs en soi et ce qu'ils vont faire sur le terrain. Et donc, pour moi, on a une ouverture là qui se fait où, oui, on sait qu'on a les quarterbacks qui ne vont pas rester. Je pense que c'est la transition pour mettre le pied à l'étrier du quarterback du futur, Jackson Dart, puisque c'est vraiment, je pense, là, on ne va pas se cacher leur idée principale. Et on commence à avoir, avec les touches qu'on a de fait de plus en plus, entre Malik Neighbors qui est arrivé, entre justement ceux qui sont déjà là, Dexter Lawrence, Brian Burns en défense, et puis même Wandale Robinson en slot receiver, eh ben, il y a moyen de faire quelque chose de bien et de construire petit à petit et peut-être de pouvoir passer ce cap qui permettra d'être enfin compétitif. Tout à fait. Et pour un petit peu aussi me donner mon avis là-dessus, surtout par rapport au quarterback, en effet, là, on a Wilson qui va être notre quarterback numéro 1, etc., qui est signé pour un an. On a recruté Dart au premier tour, pardon, on avait tradé pour monter en fin de premier. Mais si la saison se passe encore très mal et que Dart, on le fait jouer et que en fait, on se rend compte que bah non, c'est pas ça. L'année prochaine, à la prochaine draft, qu'est-ce qui nous empêche de nouveau de reprendre un quarterback? On s'est pas mis, pour moi, d'épines dans le pied sur de potentiels drafts, surtout sur les premiers tours, pourquoi pas aller aussi chercher un quarterback l'année prochaine, ou peut-être dans 2 ans, parce que Dart, on va lui laisser peut-être 2 ans. Pour moi, tout reste ouvert et on a réussi à compléter des postes qui sont certes bien moins importants que le poste de quarterback, puisqu'on sait que c'est la pièce maîtresse quand tu veux créer ton effectif, surtout de manière offensive. Mais tout reste ouvert pour nous et peu importe le schéma de cette année, à mon avis, on n'est pas perdant avec les choix qui ont été faits au niveau de cette draft et cette free agency. Et alors, en termes de draft, justement, si on revient dessus, pour moi, les 4 premiers choix, parce qu'après les choix du tour 5, 6 et 7, même si on a fait un 5 et 2, 7, hein, peu importe, hein, je veux dire vraiment ces joueurs qui vont être sur les 3 derniers tours, voilà, pour moi, ce sont des joueurs de complément rookie, qui sont peut-être pas par les insiders américains les plus cotés à ce moment-là, mais on n'a pas fait de choix, je veux dire, qui étaient hors du temps par rapport à tous ceux comment on appelle ça, des mock drafts, ou tout du moins ceux des boards qui analysent et qui vont nous dire, ah ouais, non, mais ils ont choisi tel joueur, mais on sait que c'est une tanche, excuse-moi du terme, c'est une tanche, et au final, il ne va rien apporter à cette équipe, à part le fait, justement, d'être un joueur supplémentaire qu'on devra séparer ou qui va finir perdu au fond en practice squad ou au fond des 53. Donc, unanimement, la note des choix de draft des Giants, c'est sur du A-, A+, enfin voilà, ça aussi Tout à là-dedans, fait, ouais. mais on n'est pas en dessous de A. Donc, globalement, c'est qu'ils ont dit, voilà, on était chercher un edge, voilà, le meilleur edge, on sait qu'il va nous apporter tout de suite. Jackson Dart est vraiment, si vraiment tout se passe bien, le quarterback du futur. Comme tu l'as très bien dit, il est possible aussi que ça soit, ben voilà, si ça ne fonctionne pas, qu'on aille rechercher notre quarterback à la draft suivante. Darius Alexander va très bien compléter par son physique et déjà ce qu'il peut apporter à Dexter Lawrence en support. Et Cam Skatebo, pour moi, est un style, globalement, parce que sa volonté, son côté un peu foufou, un peu j'ai peur de rien et je rentre dedans. Alors, je lui prédis pas une longue carrière s'il continue comme ça, Non. surtout en NFL, parce que s'il continue à prendre des coups de cette manière-là, il va finir à l'hôpital. Mais bon, malheureusement, c'est son jeu. Donc, si ça peut nous servir et s'il peut nous faire gagner un max de yards, on sera tous heureux. Et après, Marcus Embo, Thomas Fidon et Corey Black, voilà, comme j'ai dit, sont des éléments qui arrivent par la suite. Mais j'ai trouvé la draft 2025 très équilibrée, très sensée et au final très à propos pour pouvoir avancer correctement. Après, en free agency, alors, je ne sais plus si tu les as en tête parce que j'ai un petit
Il faudrait me remettre dedans. Je sais plus qui on a été chercher cette année de marque. On allait chercher notre DB des Saints à Debo, si je dis pas de bêtises. Ah, ça, oui, oui, alors voilà, tu vois, en m'en parlant, tout me revient. Donc, Voilà, c'est vrai qu'on a Paulson Adebo, alors qui ouais, revient de blessure et qui est toujours sur un entre-deux, mais globalement, il a la possibilité de faire quelque chose de bien. Surtout Javon Holland de Miami. Lui, par contre, je tout à pense que fait. c'est un très, très bon élément. Sur une escouade à l'arrière en backfield défensif, où on avait besoin de joueurs euh, pour asseoir un peu les choses avec les jeunes joueurs qu'on a autour, et surtout avec des Banks qui, pour le moment, voilà, Ouais, lui mettre un peut peu de pas jouer. concurrence, ça lui ferait du bien, je pense que c'est une bonne chose, oui. Tout à fait. Là, c'est sûr. Et après, bon, c'est sûr que ce qui était plus marquant, c'est les deux quarterbacks qui sont arrivés, et surtout Russell Wilson qui apporte cette aura, cette expérience, cette stabilité au niveau du poste de quarterback qui faisait cruellement défaut depuis des années. Je n'ai rien contre Daniel Jones, je le répète, mais malheureusement, je pense qu'on verra la différence, à moins que Wilson ne sache pas du tout s'intégrer, qu'il nous fasse comme il a fait à Denver, c'est-à-dire il est là du jeu, mais à un moment donné, bon, bah, comme il a un certain âge et que les choses n'avancent pas comme il veut, bon, l'ambiance sera peut-être plus à l'amour fou de la signature avec les Giants, mais on n'en est pas là. Ce ne sont que des si. Mais je veux dire, Tout si à tout fait. va bien, en soi, il apporte un upgrade sur les passes à Neighbors, sur les passes à Wandale Robinson dans le slot, sur Darius Slayton et tout son sérieux que lui peut apporter à la Mm. franchise, parce que lui, c'est quelqu'un de fidèle, il l'a montré. Et puis après, on a quand même une belle paire de running back qui a montré Ouais, et depuis puis un bien la Theo lurette. Johnson aussi qui demande qu'à progresser, qui a montré déjà des belles choses à son poste de tight end sur sa première saison et qui, moi, je pense, peut devenir aussi une belle arme offensive pour nous. Et, et justement, si on part un petit peu sur cette vision que tu as et qu'on l'étend un peu sur quelques saisons, euh, pour toi, dans combien de temps on rejoue le Super Bowl, mais surtout après, dans combien de temps on retourne en playoff? Si on part un peu de cette vision qu'on a là aujourd'hui. Alors, si c'était sans réfléchir, tu vois, sur un aspect purement comme ça, c'est la tombe à réponse, elle Hmm, tombe à brut pour point, je te dirais Super Bowl 4 ans, playoff 2 ans. ok. Ouais. Je vois pas, je vois pas pourquoi on devrait toujours se flageller. Voilà, pour ceux qui ont rattrapé le wagon Giants récemment, chez tous nos plus jeunes auditeurs, connaître ceux qui sont là depuis plus longtemps, et moi, ça fait 15 ans de purgatoire. 2022 entre deux. Qui était de la poudre aux yeux. Mais c'est 15 ans de purgatoire où bah, voilà, l'histoire de playoff, c'est loin. Une franchise qui a du mal à se remettre sur ses pieds correctement. C'est un colosse, hein, Giants, pour faire un mauvais jeu de mots, qui vacille au niveau des jambes. Et puis, euh, on sent qu'on a une opportunité de pouvoir. Donc, je me dis, il faut aussi qu'on voit le positif, aille de l'avant. Je vois pas pourquoi même cette année, si d'avance, c'est les premiers matchs qui vont tout donner. Enfin, pour moi, 1, 2, 3, si c'est 0-3 et par exemple à la rigueur deux victoires, une défaite, on va dire, euh, voilà, sera pas pareil parce qu'au final, dans l'esprit, l'équipe sera lancée. Par contre, 0-3, c'est un sport qui reste un sport de contact, de combat. C'est comme si on disait tu retournes à la guerre, mais t'as plus d'armes, t'as plus d'armes réelles où tu y vas avec un arc et des flèches. Bon, alors qu'en face ils sont avec des kalachnikovs. Donc c'est un peu ça. C'est vraiment le mental joue énormément. Les équipes qui font des runs parce que bah, ils sont tellement bons mentalement que au final ils vont pouvoir avancer. Donc pour revenir là-dessus, si on est lancé cette année, déjà peut-être même cette année playoff, pourquoi pas? Si vraiment tout roule bien, je ne vois pas pourquoi d'ailleurs, avec un quarterback comme Russell Wilson et ce qu'on a autour. Maintenant, si on est plus raisonnable, oui, si Jackson Dart arrive à se bien développer et à la rigueur, on fait encore une draft avec un playmaker portant à un poste important, rien
ça n'empêche de pouvoir prévoir les playoffs dans 2 ans et après le Super Bowl, parce que c'est un autre problème. C'est au jeu des calendriers, des forces dans les divisions et des équipes qui vont baisser ou qui vont être plus dans le down à un moment donné dans leur construction. Loin, je pense, on de commencer à rêver à soulever le trophée Lombardi. Tout à fait, et t'as raison. Et juste pour rappel, j'ai regardé comme ça pour avoir à peu près les premiers matchs. Donc on fait Commanders, Cowboys, Chiefs, Chargers, Saints, Eagles. Sur les 6 premiers matchs. Ah, Commanders, je vois pas pourquoi, parce que c'est une équipe un peu feu follet, bien organisée. Je ne dis pas contre, hein, mais encore un peu jeune et feu follet, on peut très bien passer. Les Commanders nous réussissent très bien. Les Cowboys, bah, c'est tout. Ce sera peut-être compliqué, mais il faudra déjà voir si Dak Prescott revient bien dans son esprit. Les Chiefs, c'est pareil, hein, ils sont toujours à la limite. Ils gagnent, mais ils sont toujours à la limite. Tout Autant à les fait. Chiefs, je me dis, bon, ça semble perdu parce qu'ils arrivent toujours à s'en sortir sur un 17-14, un truc assez laid comme ça, entre guillemets, et puis bah, ça passe, et puis ils ont gagné. Mais les 2 premiers matchs de division, moi, je vois pas en Surtout soi match de tout de suite division, ouais, voir le c'est... catastrophisme. Ah, donc pour toi, si on est à 2-0 après le match des Cowboys, tu serais pas étonné. Ok, j'aime bien. J'aime cet optimisme-là et je me rallie. Je me rallie à ça. Euh, on va un petit peu clore cette page Giants et faire un petit aparté sur le sport, le football américain en lui-même avant de conclure par la dernière question. Mais puisqu'on en a un petit peu parlé avant en intro, mais est-ce que toi, en dehors des Giants, t'es impliqué, donc je sais pas, le site donc The Playoff, mais est-ce que t'es impliqué autrement dans le football américain? Est-ce que tu suis des équipes, par exemple, en France ou dans d'autres ligues? Est-ce que tu as étendu un petit peu ta passion de ce sport? Alors, en soi, comment j'expliquais, donc j'ai fait 20 ans de basket, après j'ai eu des problèmes de dos, etc. Donc, il fait que je peux plus, basket ça n'aide pas, hein, évidemment. J'ai pas pu faire pendant un temps ce que je voulais faire. En plus, le souci, c'est qu'on est sur un sport qui en France, ça dépend des régions, mais si je parle de la mienne, du côté du nord de la France, donc il y a des équipes, mais selon l'endroit où on habite, bah, on n'a pas forcément les structures qui te permettent, assez proches, de pouvoir t'amuser. Et puis surtout, si on veut pas tomber dans le football américain pur et dur de contact, le flag football, qui maintenant on en parle énormément avec le Los Angeles 2028, Tout à fait, oui. avec tout ce qui se passe, bah, c'est pas encore développé. C'était pas encore développé à l'époque, et puis, je veux dire, ça n'est que tout récemment là que c'est vraiment développé. Et ben, c'est vraiment la coïncidence qui fait que vis-à-vis de l'enregistrement, en fait, là, dans la ville où je suis, je me suis renseigné là récemment, parce qu'avant, c'était pas beaucoup développé, ils avaient peu de licenciés, et en fait, là, maintenant, ils sont arrivés à un nombre où ils vont pouvoir faire quelque chose de bien, et je vais d'ailleurs les voir demain soir pour voir un peu comment ça pourrait se passer, faire intégrer l'équipe en flag football. Donc ça reste football américain, du même jeu, etc. Mais pour pouvoir justement participer à une saison, voilà, ce qui sera la boucle est bouclée d'ailleurs, pour enfin Tout à fait. jouer Tout à à fait. ce Et sport. d'ailleurs, j'en profite pour dire, n'hésitez pas à vous intéresser au club de flag parce que c'est en train de se développer de plus en plus par l'impulsion des Jeux Olympiques à Los Angeles. Il y a de plus en plus de clubs de flag qui se développent. Moi, je sais que cette année, si je dis pas de bêtises, le club qui est moi juste à côté de chez moi, donc les Templiers d'Elancourt, ont lancé leur section de flag. Je sais pas s'ils ont pu faire quelque chose cette année justement, mais c'est quelque chose qui veulent développer et plein d'autres clubs le font. Donc vraiment, si le football américain vous intéresse, mais que vous n'avez pas forcément envie d'aller au contact ou de vous faire mal et que c'est juste la beauté de ce sport qui vous plaît, l'aspect tactique, la vitesse, et tous ces aspects-là, renseignez-vous autour de vous. Il y a sûrement des clubs de flag football pas très loin de chez vous. Euh, c'est très très sympa à faire, Et à jouer. excuse-moi. Si vous voulez l'esprit un peu buddies, comme on dit aux États-Unis, sur la plage, les gars qui se font les passes, etc. Le flag football, c'est vraiment ça. C'est juste le même sport, sauf qu'il n'y a pas de contact et que vous tirez sur
des petites sangles sur les côtés, hein, des flags, voilà, et qui permettent de faire comme si c'était, entre guillemets, le plaquage, et vous arrêtez le jeu à tel endroit. Voilà. Mais sans faire l'apologie du flag football, c'est l'avantage, c'est que c'est pour tout le monde, tout âge, toute personne, homme, femme, et ça reste un jeu très ludique. Et tout le monde s'y retrouve. On ne peut pas ne pas s'y retrouver dans un sport tel que celui-là. Et après, pour répondre à ton autre question, donc vis-à-vis de, entre guillemets, bah voilà, par rapport à une équipe française, donc nous, le plus proche, oui, petite digression, l'équipe pour laquelle je vais peut-être jouer s'appelle les Eagles de Maubeuge. Maubeuge, c'est la ville, Ça commence à faire beaucoup. et l'emblème, c'est les Eagles. Voilà. Ça commence à être dur parce que, voilà, alors ça va pas m'arrêter à ça parce que le but c'est que je m'amuse aussi dans un sport que j'aime bien et Bien sûr. malheureusement, voilà, j'en ai déjà parlé avec un ou deux, j'ai dit putain, c'est pas de chance, justement ce qu'il fallait pas. Voilà, pour la petite anecdote. Mais après, donc en termes de club vraiment de football américain, on a ici les Coyotes d'Anvin, ça c'est à côté de Valenciennes, Ouais. Et si tu les connais un Vikings petit de peu Villeneuve-d'Ascq, si géographiquement. je dis pas de bêtises. C'est ça. Ouais. Et j'allais arriver voilà, sur les Vikings de Villeneuve-d'Ascq qui sont, pour dire, la plus grosse équipe. Je pense qu'ils sont plus en D1 de mémoire. Malheureusement, ils ont dû basculer en D2. Je crois que c'était deux. Il me semble pas les Je avoir sais pas vus son en nom. élite ouais, cette année. Voilà. Et alors, en fait, après, je veux pas décevoir certains auditeurs, etc. Mais en fait, ma façon de penser du football américain, c'est que pour moi, c'est Amérique. Donc, je suis déjà très fan de l'Amérique, de New York. Mais pour moi, le football américain, c'est la NFL. Pour moi, c'est New York, c'est les Giants, c'est même les Jets, c'est les Raiders, c'est machin. Bon, voilà. Donc en fait, globalement, pour une question de temps à passer, ben, je m'intéresse exclusivement à ça, et un peu au college football. Mais malheureusement, pour des questions de temps, je ne peux pas m'intéresser à la D1 Elite, qui pourtant est un très bon championnat. Je le répète, si vous pouvez le faire, faites-le. En plus, renseignez-vous bien. Je te fais juste une petite aparté, même si pour toi, vous pouvez voir les matchs gratuitement sur la fédération française, je crois que c'est IFAF TV de mémoire. Donc, vous pouvez retrouver les matchs des équipes de France, enfin des équipes françaises, pas d'équipes de France, des équipes françaises euh, de mémoire gratuitement. Donc vous pouvez voir l'équipe de votre région et il y a un très bon niveau. Voilà. Maintenant après, pour moi, c'est le temps manquant et surtout, comme je te dis, l'aspect que pour moi, le football américain, c'est les États-Unis, c'est ce côté 90s Amérique qu'on a et qu'on a été biberonné un peu à ça étant plus jeune. Voilà. Après, il y a, autre aparté, il y a les Paris Musketeers, si on veut vraiment. Ah, par contre, on est sur la scène européenne, on commence à toucher vraiment à de très très bons joueurs aussi, avec un coach, Jack Del Rio, qui est le head coach des Paris Musketeers. Et eux, voilà, c'est un très très bon championnat aussi. Les matchs sont visibles sur YouTube, je crois, et également. Et vous avez la possibilité de voir de très très bons matchs. Ça, je vous conseille de le faire. Voilà. Très bien. Très très bien. J'aurais pas dit mieux. Je n'aurais pas pu dire mieux. Et ça nous emmène sur la dernière question. Et du coup, je vais un petit peu la modifier. Toute l'interview d'aujourd'hui m'a donné un petit peu envie de la modifier parce que normalement, je demande quelle musique tu mettrais si jamais tu devais te motiver avant de rentrer pour jouer un Super Bowl. Sauf que moi j'ai envie de dire quelle musique tu mettrais avant de rentrer pour jouer contre les Eagles. Mais du coup, les Eagles, tu peux pas les jouer au Super Bowl, puisque c'est la même conférence. Donc en finale de conférence, tu joues les Eagles, tu as une musique à te mettre pour te motiver dans le vestiaire, quel est ton choix? En fait, je vais avoir trois musiques. Tu vois, t'as vu, j'ai eu le temps d'y penser quand même, hein, malgré Euh, tout, parce que moi, j'ai hâte d'être, enfin, j'ai hâte, je voudrais bien être coach, parce que je me dis que pour motiver des mecs, j'aurai les paroles qu'il faut et je mettrai ce qu'il faut pour pouvoir, voilà, dans un groupe de jeunes, hein, je parle de jeunes, attention, hein, quand sur des matchs du dimanche, qu'on a des jeunes à s'occuper et qu'on essaie de gagner quelque chose avec eux. Je commencerai par Kavinsky avec Road Game pour l'entrée, tu vois, du stade dans les couloirs, etc., avant d'entrer dans le vestiaire. Je sais pas s'ils savent, mais c'est c'est un peu un truc comme ça hein, de mémoire. Hein. Road ok. Game, c'est celle qu'on entendrait aussi hein, dans le sport. Euh, Après, à l'intérieur, on partirait sur une musique de Gladiator. Si tu vois, il y a une musique un peu solennelle qui d'ailleurs avait été utilisée par
j'ai fait une petite digression, mais par deux équipes de foot en finale de Ligue des Champions. Je crois que c'était le Barça à l'époque, sur une finale de Ligue des Champions, où le coach avait dit qu'il avait utilisé une musique de Gladiator pour les Ok, motiver, en fait, les mecs. Voilà. Et après, là, c'est petit coup de cœur parce que c'est au college football. C'est la Virginia Tech, pour ceux qui l'ont déjà vu la vidéo. Et puis ça fait référence à la musique que j'aime bien, Enter the Sandman de Metallica, bien sûr. où on les voit rentrer. Et ça, je peux dire que quand, c'est pas toi qui vas me dire le contraire, hein, mon collège football, il y a deux mondes différents, c'est-à-dire que la NFL, super, on a des stars, mais on est sur du public qui viennent voir un spectacle et qui sont parfois même entre supporters, pas d'animosité, c'est un peu Tout à fait. buddies, on Ouais. boit un coup, etc., on mange un hot dog et on voit un spectacle. Au college football, là, on est sur un autre monde. On est sur un monde vraiment de mecs acharnés, qui les stades sont beaucoup plus remplis, où il y a beaucoup plus d'ambiance également. Et au final, si vous retrouvez la vidéo, vous tapez Virginia Tech Enter Sandman et vous verrez ce que je veux dire. Vous mettez ça à fond chez vous avec des enceintes à fond. Ouais. Si vous me dites pas que vous n'avez pas la chair de poule, je ne Ah ouais, non, comprends non, pas. non, c'est pas possible. De toute façon, en termes d'entrée en college football, donc il y a Virginia Tech qui est juste numéro un. Je crois qu'il y a Penn State aussi qui est très très bon aussi. Texas A&M où ça en va pas mal. D'ailleurs, je dis ça, je pense que ça va faire chier l'ami Big Baker qui est lui fan de Texas Longhorn, mais tant pis, hein, Texas A&M, je les mets au-dessus. C'est ça. Et j'en oublie d'autres et malheureusement je ne pourrais pas citer la fac de mon cœur qui est Stanford puisque dans le public bah, il y a 5 personnes donc voilà C'est triste. Ça, c'est sûr que les facs de Californie, malheureusement, c'est un peu comme les Lakers ou les Rams et les Chargers qui n'ont pas vraiment une fanbase réellement d'acharnés, hein, comme on peut voir chez certaines franchises, et ouais. que c'est plus des spectateurs qui viennent voir un spectacle. Là, on est vraiment dans ce style-là, quoi. Après, je fais une digression, c'est pareil. La seule chose que je reprocherais aussi à notre ami Strand, c'est qu'il était à l'université du Texas. Et le Texas n'est pas foncièrement mon État préféré, pour le coup, donc, des États-Unis, malheureusement. Il était Voilà. chez les Et, Longhorns. mais après, je suis très Syracuse, moi. Je reste dans l'État de New York, mais très D'accord, ok. Syracuse de mon côté. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Je savais même pas que Strahan il venait de Texas. Je... Oui, l'Université de Texas, je sais plus si c'est pas les Longhorns, je crois pas. C'est Texas. Que je Alors, l'ai sous la main. nickel. Hop. Université du Sud du Texas, les Tigers, Texas Southern. Ok, d'accord. Voilà, Bon, voilà. exactement. Et bah, du coup, ça sera sur cette information-là qu'on va clôturer cette super interview qui était hyper intéressante. Vraiment, c'était un plaisir de t'avoir. J'ai appris plein de choses, partagé plein de choses. C'était super sympa. Donc, merci pour tout, Bercy. Ah, écoute, c'est moi qui te remercie. Merci de nous faire partager ça. Merci à toi et à Plax de Only a Giant Podcast de permettre de faire ça, de donner la parole comme ça à des fans des Giants, parce que ça permet aussi de partager des choses. Peut-être que des gens se sentent moins seuls en nous entendant aussi. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long non plus, parce que peut-être en vieillissant, on a le verbe plus facile. Et j'espère que ça a intéressé et qu'au final, bah, ils ont appris, comme tu as dit, des choses. Petit remarquable. C'est sûr et certain, c'est toujours un plaisir et franchement, merci encore. Et moi, d'un côté plus personnel, je vous dis du coup au prochain épisode, le mois prochain. Je ne sais pas encore qui sera l'invité, mais je pense qu'on va continuer un petit peu à chercher du côté du Discord de Only Giants. Donc pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à le rejoindre. Franchement, c'est très bonne ambiance. Bah, Bertie peut l'attester puisqu'il est dessus. Il était un des premiers à me rejoindre sur le Discord. Et puis ça parle des Giants, ça parle de tout et n'importe quoi. Là récemment, on s'est tous congratulés pour la victoire du PSG en Ligue des Champions, où ça veut parler de tout et de n'importe quoi, mais c'est toujours bonne ambiance et on accueille tout le monde avec grand plaisir. De fantasy, surtout, si vous souhaitez. Oui, c'est Sachez vrai, qu'en tant que c'est fan, vous vrai. pouvez Voilà. rejoindre. Moi qui suis spécialisé là-dedans aussi, globalement, bah, n'hésitez pas. C'est un bon moment, c'est un bon moment de partage entre amis. On se charrie aussi, et puis ça reste
justement une plateforme qui permet de bien s'amuser. Voilà, si vous êtes fan de management, en tout cas. Exactement, voilà. Et ben je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, salut Bertie.